Merci de nous avoir invités, Nicolas et moi, pour faire cette présentation. Nous allons parler de trois sujets principaux. Tout d'abord, nous allons présenter certaines options potentielles d'élimination du CO2 et voir ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'appliquer à plus grande échelle et voir les mesures également pertinentes en la matière. Nous allons nous axer sur les mécanismes de politique, à savoir les mécanismes de compensation pour l'élimination du CO2, ainsi que les risques et les opportunités qui s'y rapportent. Je donnerai ensuite la parole à Nicolas qui nous parlera des différents objectifs d'émissions net zéro et comment nous pouvons les atteindre de manière durable, c'est-à-dire en réduisant les émissions et en éliminant du CO2. Tout d'abord, nous allons voir quelles sont les différentes options disponibles pour éliminer du CO2 de l'atmosphère et ce dont nous avons besoin. Il y a plusieurs hypothèses d'intégration des émissions envisagées par le GIEC afin d'atteindre l'objectif du réchauffement à 1,5 degré. Il y a des aspects fondamentaux sur ce dont nous avons besoin pour ce siècle. Tout d'abord, il faut réduire les émissions drastiquement dans tous les secteurs et partout dans le monde à court terme et il faut atteindre un niveau d'émissions net zéro par 2050 et à partir de là d'émissions négatives. Donc il faut prendre les rênes et le faire d'une façon très ferme. Et plus nous allons réduire les émissions maintenant et moins nous dépendrons à l'avenir de l'élimination du CO2. Il faut voir comment nous pouvons avoir recours à l'élimination du CO2 de manière durable et de ne pas trop dépendre de cela à l'avenir. Donc, il faut penser à la façon de nous préparer pour atteindre les émissions négatives et ne pas dévier l'attention de la nécessité de réduire les émissions à court terme. Il y a plusieurs alternatives disponibles pour absorber du carbone de l'atmosphère. Il y a deux étapes, le captage et le stockage du carbone. Et il y a plusieurs solutions donc qui associent les deux. Il y a certaines possibilités qui sont plus vertes, comme vous voyez en haut, et d'autres qui sont plus bleues dans la partie d'en bas. Et donc les bleus sont plus techniques et les vertes sont plus biologiques. Donc on peut par exemple capter du carbone avec des bois et le stocker dans des bois et dans le sol. On peut également associer des options techniques biologiques et géologiques, comme par exemple la production de bioénergie à partir de biomasse cultivée et en capturant le CO2 qui en résulte et en le stockant dans des réservoirs souterrains ou grâce à la carbonatation minérale. Et il y a une autre option qui est l'amélioration de la méautorisation, c'est-à-dire d'accélérer les processus géologiques qui normalement demandent beaucoup de temps en utilisant des roches et en les pulvérisant dans des champs de zones voisines, par exemple, pour accélérer le séquestre du CO2. Donc, on peut voir que nous avons différentes options et il faut voir pour laquelle nous choisissons et de quelle façon nous pouvons les favoriser. Il est donc important de les écrire, de savoir quelles sont les caractéristiques de chacune pour voir ce qu'il faut pour pouvoir les appliquer. Il y a différentes options qui sont reflétées dans ce graphique. Donc, il n'y a pas ici toutes les options. Nous avons simplement présenté les principales pour souligner leurs principal éléments qui nous semblent importants. Pour les caractéristiques, il faut étudier le potentiel durable d'ici à 2050 pour la quantité d'émissions absorbées par an. Il faut voir le coût de chacune de ces approches et voir jusqu'à quel point elles sont mûres depuis le point de vue technologique, lesquelles sont préparées pour être utilisées rapidement et celles qui doivent faire l'objet de recherche et de développement avant d'être utilisées. La durée du stockage du carbone, qui est important pour voir quelles mesures il faut appliquer,
et nous en reviendrons dans quelques diapositives. Il est également primordial de savoir quels sont les possibles bénéfices conjoints des options de décès et également de voir les effets négatifs que cela peut avoir. Je ne vais pas entrer en détail sur toutes les approches, mais je vais souligner certains modèles que nous avons observés dans notre analyse. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a des incertitudes quant au potentiel total durable de chacune de ces approches, avec la bioénergie, le captage et stockage du carbone, et entre 0,5 gigatonnes et 5 gigatonnes d'ici à 2050. Et pour le coût de chacune de ces approches également peut varier beaucoup. Certaines peuvent être peu chères, comme le boisement et le reboisement, lesquels ont tendance à réduire les coûts par tonne de CO2 absorbé, alors que d'autres approches peuvent osciller entre $2 pour la tonne de CO2 absorbé et $150 par tonne. Par exemple, le captage direct de l'air avec le stockage. Et il y a ces approches sont également à des niveaux de maturation technologique très différents. Le boisement et le reboisement sont connus, on en connaît le fonctionnement, c'est appliqué, d'ailleurs ça se fait facilement. Mais d'autres techniques comme l'amélioration de la méthanisation ou la carbonatation minérale demandent plus d'études pour savoir quelles sont les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Pour ce qui est des effets négatifs potentiels des approches biologiques, dont la bioénergie avec captage et stockage du carbone, il est très important de voir quelles seraient les conséquences sur la biodiversité, la sécurité alimentaire, qui peuvent être négatives ou positives. La captation de carbone avec biochar, par exemple, peut avoir des effets positifs sur les ressources hydriques ou sur les techniques agricoles. Et il faut également prendre en compte les exigences en termes d'énergie pour le captage et le stockage du carbone, car cela peut être très énergivore. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte avant de choisir telle ou telle approche. Nous allons voir celles qui sont disponibles, car cela nous semble un bon point de départ pour voir comment elles peuvent être développées de plus grande façon et voir quelles expériences il faut concevoir pour voir si elles sont adéquates. Il y a 4 grandes catégories pour les options. Il y a donc les investissements en recherche et développement dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Union européenne, qui font des recherches sur différentes alternatives. Et également, il y a des projets en cours au Japon, aux États-Unis et dans l'Union européenne. On peut également appliquer un règlement ou des normes pour le décès. Il faut par exemple citer la législation proposée aux États-Unis sur l'acquisition de combustibles et de matériaux de construction, ou des normatives plus larges pour les demandes de surveillance, notification et vérification. Et ces exigences de surveillance, notification et vérification doivent être homogènes et standardisées et aider à savoir jusqu'à quel point on absorbe du CO2 de l'atmosphère. Pour le moment, ça n'a pas été appliqué. On peut également appliquer des incitations financières grâce à des crédits d'impôt, des crédits aux réductions des émissions. Et par exemple, en Australie, il y a un système de fonds de réduction des émissions avec les bois et les forêts qui a permis justement d'agrandir les forêts et qui a permis le reboisement. Et il y a également dans ce domaine les mécanismes de développement propre, le programme RED+, et il y a également de plus en plus de financement privé, de capital d'amorçage aux startups, et qui donc apporté par des organisations philanthropiques ou des entreprises et organisations qui font cela bénévolement pour éliminer du CO2. Et il y a aussi un marché émergent de l'élimination du carbone.
Comme vous pouvez le voir, il y a des exemples différents qui sont appliqués, qui peuvent nous donner des pistes sur les mécanismes de politique qu'il faut mener à bien pour avoir un système exhaustif d'absorption du CO2. Et avec ceci, nous pouvons aussi étudier différents éléments qui sont associés aux mécanismes de compensation pour l'élimination du CO2. Dans ce sens, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a l'équivalence et l'intégrité. L'équivalence, c'est-à-dire que c'est le degré auquel l'atténuation ou l'élimination du CO2 est équivalente à l'élimination de CO2. C'est-à-dire qu'il faut garantir à ce que soit éliminé des tonnes de CO2. Donc, tout système de compensation doit établir l'équivalence en termes d'atténuation et d'élimination des émissions. Et donc, on peut ainsi évaluer jusqu'à quel point les options d'absorption du CO2 existantes sont adéquates. Il y a également un aspect fondamental qui est celui de la permanence pour calculer cette équivalence et également l'additionnalité, c'est-à-dire savoir ce que l'on fait suppose vraiment une plus grande réduction d'émissions ou pas. Ensuite, il faut parler des fuites et je ne parle pas d'une fuite ou de perte d'un réservoir souterrain, mais du déplacement des émissions. Par exemple, si je plante des arbres dans un endroit, est-ce que cela veut dire qu'on va couper des arbres de la zone voisine? Car si c'était le cas, il n'y aurait pas de changement, il n'y aurait qu'un déplacement des émissions d'un endroit à un autre. Et enfin, la surveillance, la notification et la vérification doivent être dans un système solide qui établisse des méthodes de quantification de la quantité de carbone qui est éliminée, des méthodes qui permettent la comparaison entre différentes options et qui garantissent que cette élimination soit authentique et permanente. Et donc, en prenant en compte de ces éléments, on peut à nouveau évaluer les options d'élimination du CO2 dont je vous parlais précédemment. Nous n'avons pas évalué les trois grandes catégories, captage et stockage biologique, qui inclut le boisement et le reboisement et le carbone dans le sol, du sol, et ensuite le stockage souterrain, la bioénergie avec captage et stockage, ou le captage direct de l'air avec stockage. Et enfin, les options qui sont plus minérales, c'est-à-dire l'amélioration de la méthanisation et la carbonatation minérale. Ce qui est de la permanence, les options biologiques sont très soumises à des catastrophes naturelles ou à différents types de phénomènes qui peuvent être provoqués par l'intervention de l'être humain. Et il est difficile de garantir qu'un certain bois qui va être planté va durer dans le temps. Et pour ce qui est du stockage souterrain, eh bien, la permanence est plus grande, mais elle n'est pas garantie. Et les options de stockage minéral, si ont une plus grande probabilité d'avoir un stockage permanent. Pour l'additionnalité, là, à nouveau, les options biologiques n'ont pas une grande note car la probabilité qu'elles supposent une plus grande élimination d'émissions est basse ou moyenne. Et pour les options de stockage minéral, eh bien, l'additionnalité est un peu plus importante aussi parce que les coûts qui seront investis seront plus élevés. Et pour les fuites ou les déplacements des émissions, bien là aussi, les options biologiques sont les plus vulnérables face à l'option de stockage souterrain minéral. Et pour les méthodes de surveillance, notification et vérification, eh bien là aussi, ils sont tous évalués de la même façon car ils s'accompagnent d'une très grande complexité, de grandes incertitudes ou des deux éléments. En définitive, avec cette analyse générale, nous pouvons voir qu'au jour d'aujourd'hui, les options dont nous disposons pour éliminer du CO2 ne remplissent pas les critères que nous avons évalués.
Et donc, il est fondamental pour revenir à ce que l'on disait au début, il est donc fondamental de réduire les émissions d'une manière rapide et atteindre la neutralité carbone le plus tôt possible pour pouvoir passer à des émissions négatives également dans un délai assez bref. Et pour cela, nous aurons besoin non seulement de réduire les émissions, mais également d'avoir recours à l'élimination du CO2. Et dans ces approches de décès, il faut veiller à établir un système exhaustif qui garantisse la permanence de l'absorption de ces émissions. Et pour ceci, il faut faire attention au principe d'équivalence, car si l'absorption qui est réalisée n'est pas permanente, alors on ne peut pas dire qu'elle est équivalente à des tonnes de CO2 réduites. Nous allons maintenant voir quels sont les différentes buts pour atteindre les émissions nettes zéro et comment chaque pays aborde ses objectifs. Mon collègue Nicolas Hahn va explorer les différentes formes d'aborder cette réduction des émissions. À toi, Nicolas.